Bonjour, nous sommes le jeudi 17 mars 2016. J'ai un certain nombre de thèmes à aborder avec vous. Je vais commencer par un point qui me paraît intéressant, c'est le décalage des responsabilités entre le personnel humain et le personnel, je dirais, mécanique, informatique. Je m'aperçois que entre les deux, il y a une espèce de zone comme ça, grise, où personne ne sait très bien qui est responsable de ce qui se passe. Je pense notamment à tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, de la vigilance, des systèmes de contrôle. On ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien ce qui se passe. On ne sait pas très bien quel est le rôle de l'œil humain et quel est le rôle de l'œil scanner. C'est pas clair. Je pense que le personnel lui-même, le personnel humain, parce que maintenant on est obligé de parler comme ça, le personnel humain ne sait pas clairement quel est son rôle. Il le cherche. Par exemple, j'ai déjà signalé le cas des caissières qui, qui étaient en redondance, en double emploi avec l'écran. L'écran indique la somme à payer, mais les caissières jugent nécessaire de la dire tout haut, de lire la somme à payer tout haut, comme si les gens n'étaient pas capables de le faire. C'est lié à ça, c'est voilà. Donc alors, tantôt il y a des redondances, c'est-à-dire qu'on a les deux informations qui se télescopent, tantôt il n'y a rien, il y a le vide. C'est-à-dire que ni l'humain n'observe, ni la machine. Alors, je ne vais pas donner des conseils à ce niveau-là, mais en tout cas, vous savez que j'aime beaucoup la notion de zone intermédiaire, à tout point de vue, ce que j'appelle la zone antithétique, entre la thèse et la synthèse. La zone intermédiaire, elle est très souvent mal comprise, mal connue, mal définie. Et voilà un exemple de zone intermédiaire qui permet, d'une certaine manière, à un certain nombre d'actions de passer entre les postes de surveillance, en quelque sorte, en jouant justement sur cette redondance ou, au contraire, parce que la redondance, justement, décourage l'humain à intervenir, et donc il va partir du principe que ce n'est pas la peine qu'il fasse telle et telle chose, puisque la machine s'en charge. Mais en même temps, peut-être que la machine ne s'en charge pas tant que ça, donc finalement personne ne s'en charge, personne n'est responsable, personne ne fait attention. Et il faudrait examiner sociologiquement l'impact de ce genre de situation au niveau de la criminalité, au niveau de la liberté. Quel rapport entre criminalité et liberté? La criminalité, c'est une forme de liberté. À telle enseigne d'ailleurs que la plupart des criminels essaient par tous les moyens de ne pas être pris. Donc ils se croient capables d'échapper au contrôle, d'échapper aux enquêtes, parce que précisément, par exemple, il peut y avoir, on l'a vu pour le terrorisme, il peut y avoir plusieurs services qui ne communiquent pas bien entre eux, des informations qui ne sont pas transmises, des redondances, ou au contraire des absences. Enfin, il y a dans un nombre considérable de cas des espaces qui sont ouverts à la délinquance. Petite ou grande délinquance d'ailleurs, mais à la délinquance, peut-être pas sans grandes conséquences massivement et statistiquement sur les nombres, sur
mais qui existent. Et paradoxalement, donc, c'est le mot liberté qui revient. Ah oui. Être libre, c'est aussi échapper au contrôle à la fois de la machine et au contrôle de l'œil humain. Il y a des espaces de liberté à conquérir, qui sont peut-être provisoires d'ailleurs, ou qu'il faut rechercher ailleurs aussi par la suite, mais il y a toujours des failles dans un système, des failles qui sont là justement à l'articulation entre l'espace surveillé par l'humain, l'espace surveillé par la machine, et entre ces deux espaces, eh bien, il y a un couloir, parfois un boulevard d'ailleurs, dans lequel on peut effectivement envisager tout un ensemble d'actions libres, mais qui peuvent parfaitement être criminelles, ou en tout cas de l'ordre de la délinquance, comme elles peuvent être aussi l'inverse, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de lutter contre une structure ennemie, à tort ou à raison, et de voir comment l'appauvrir, comment l'affaiblir, en remarquant un certain nombre de failles dans son mode de surveillance, son mode immunitaire, etc., son mode de défense. Donc, voilà, je vous invite à explorer ce champ et à faire des observations justement sur ces, sur ces espaces comme cela qui sont un peu une sorte de no man's land.